C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On a beaucoup parlé de recherche et d'innovation. Bon, moi, je suis un professeur de philosophie. Première fois que j'ai entendu qu'il fallait arrimer recherche et innovation, très franchement, il y a des poils qui m'ont levé sur la main. Mais parce qu'on a souvent une compréhension, puis c'est dans les programmes même, cette compréhension-là est très limitée de ce qu'est l'innovation, alors qu'en fait, l'innovation, oui, ça va d'une innovation technologique qui peut être commercialisée, mais ça va aussi à des innovations organisationnelles ou de l'innovation sociale, où le Québec, franchement, est un exemple dont d'autres pays s'inspirent. Donc, quand on parle de politique nationale de recherche et d'innovation et l'urgence de ça, c'est important même pour des philosophes qui veulent que leur recherche ait les conditions nécessaires pour avoir un plein essor, parce que finalement, quand on parle d'innovation, on parle de connaissances mise au profit, mais ici pas au profit nécessairement économique, mais ça peut être un profit organisationnel ou sociétal. Donc moi, comme philosophe des sciences aujourd'hui, je vais essayer de faire une innovation et de montrer comment un regard de philosophe des sciences peut, disons, illustrer ou illuminer des problématiques de financement de la recherche. On a parlé un peu, le graphique est similaire, bon là l'échelle est différente, là, mais d'un graphique que Rémi a présenté tout à l'heure, la part du Québec dans le financement fédéral. Donc là ici, si on est optimiste, on peut dire que le verre est à moitié plein. Si on est pessimiste, on peut dire qu'il est à moitié vide. Moi, j'ai tendance optimiste, je dirais le verre est peut-être à moitié plein, mais il y a un gros trou dans le verre. Il y a de la fragilisation des conditions de financement de la recherche. Et moi, c'est plus ça qui m'intéresse. Puis ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est comment c'est important de voir que le Québec, on se tire relativement bien, mais si on regarde la part totale, on ne sait pas le nombre de chercheurs qui ont ce financement-là. Donc, on a évoqué la question de la concentration des fonds. Là, ce dont je veux parler un peu ce matin, c'est un des effets délétères de cette concentration-là. Donc, c'est pas, à la limite, on pourrait doubler le financement, on pourrait le quadrupler, on pourrait avoir tout l'argent du fédéral, ou on pourrait... Mais la question, c'est combien de personnes ont cet argent-là? Et ça a des conséquences sur comment la connaissance est construite et partagée. Si on regarde la part du Québec dans les publications canadiennes, donc ça, c'est intéressant parce que c'est un autre signal qui montre, en fait, que le Québec se tire relativement bien. En fait, c'est que les chercheurs québécois sont bons. On va le dire tout simplement comme ça. Mais je dirais, c'est comme un canard sur un lac. Tu sais, ça a l'air de bien aller à la surface. Mais quand tu regardes en dessous de l'eau, tu vois ça doit travailler fort pour avoir l'air calme. Okay? Et je dirais, les publications ici, si on semble avoir une plus basse proportion en sciences humaines et sciences sociales, c'est que les données bibliométriques sont très mauvaises pour les publications françaises, en français. Donc ici, il faut faire attention, encore une fois, aux données. On a parlé des statistiques, est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Le dicton en anglais, c'est que, je vais le traduire, mais il y a des mensonges, il y a des maudits mensonges, puis il y a des statistiques. Ici, il faut faire attention. Oui, on se compare bien, puis on se maintient bien en termes de proportion des publications par rapport à notre poids démographique. On sous-estime souvent l'impact des publications en français parce qu'elles se reflètent moins bien dans les données bibliométriques. Et ça, c'est quelque chose qui est connu par ceux qui utilisent les citations, mais il faut faire attention parce que souvent, on néglige ce facteur-là. Mais il faut comprendre que c'est fragile. C'est extrêmement fragile et les chercheurs québécois travaillent très fort et ont une très bonne performance. Mais quelque part, si on se fie à ça, on pourrait dire « Ah, mais il n'y a pas de problème ». Alors qu'il y a des problèmes parce qu'il y a une concentration des fonds et que ça va affecter la production de connaissances. Quand on a des concours subventionnaires, souvent, on se sent comme si on était dans des concours de beauté. Okay? Donc, il n'y a pas de mauvaise foi. Tout le monde est de bonne foi quand il y a des comités de pairs. Tout le monde a des bonnes foi dans la répartition des enveloppes. On a vu que la proportion à la recherche libre au FRQ est encore très, très grande. Mais ce qui est important de savoir, c'est que le nombre de chercheurs qui demandent de l'argent augmente. Et ça, c'est une bonne chose. C'est ce qu'on souhaitait quand on a commencé à investir massivement dans les années 60-70 dans l'enseignement postsecondaire. On voulait générer plus de connaissances et plus de chercheurs. Donc, si les enveloppes restent constantes, si la part du Québec reste correcte, en quelque sorte, ce que ça masque,
c'est que on n'a pas suivi la croissance qui était souhaitée et qui est souhaitable, la croissance des effectifs de chercheurs. J'inclus ici les étudiants au cycle supérieur, qui sont des chercheurs. OK? Donc, puis en fait, ça, on en parlera peut-être une autre fois parce que c'est plus gênant, mais qui contribuent de manière démesurée aux publications en recherche. Donc, il ne faut pas oublier les étudiants dans le portrait de la recherche au Québec et au Canada. Mais là, ce que je veux faire, c'est montrer plus une petite démonstration. Ce n'est pas basé sur des vrais chiffres. C'est une espèce de petite expérience de pensée. Les philosophes, on aime ça. Données empiriques, j'en ai pas beaucoup. Mais j'ai des données, disons, imaginaires dans ma tête. Puis je vais essayer de montrer comment c'est pas péjoratif de parler de données imaginaires ici. Mais pour montrer la relation entre excellence et diversité de financement. Donc, prenez un concours. Puis là, disons qu'ici, c'est un comité d'histoire, d'historiens. Donc là, quelle que soit l'enveloppe, c'est pas grave si elle est grande, c'est pas grave si elle est petite. Ce qu'on demande au comité de pairs, c'est de ordonner, si on veut, ou de donner un score à toutes les demandes. Là, c'est un comité monodisciplinaire pour le début de la démonstration. Puis là, on pourrait dire, on voit, il y a 2 projets en histoire du Québec, il y a 4 projets en histoire du Canada, il y a 1 projet en histoire américaine, puis disons, il y a 3 projets en histoire postcolonialiste. Puis là, on se dit, OK, il faut leur donner un score, il y a des évaluations extérieures, internes, c'est pas grave la mécanique exacte, on leur donne un score. Puis là, on dit, il y a des projets qui ont, disons, 9 sur 10, il y a un projet, il y a 2 projets qui ont 8 sur 10, et ainsi de suite. Jusque-là, ce que je décris, vous l'avez tous vécu d'une manière ou d'une autre. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est l'incidence du taux de succès sur comment on va financer l'excellence. Le pari, beaucoup moins au Québec, mais la tendance forte au fédéral, c'est de dire, on est juste certain de l'excellence en haut. Donc, on concentre les ressources, on donne plus d'argent à celui qui a 9 sur 10 et on distribue moins les fonds. Okay? Mais là, je ne veux pas faire un argument égalitaire, je veux faire un argument épistémique. Pourquoi c'est mauvais pour la connaissance de fonctionner dans une concentration des ressources? Si on a un taux de succès ici de 30 % sur ce comité-là, OK? Puis là, encore une fois, les taux sont fictifs, ce n'est pas grave. Si on a un taux de 30 % bon, on est certain du 9 sur 10, puis on finance 2 projets 8 sur 10. Puis là, on se dit, c'est le fun, on finance l'excellence. Ce sont les meilleurs projets qu'on a. Mais voyez la différence si on finance 50 %. Si on a 50 %, là, on réussit à financer le projet en histoire américaine. Donc là, on le traitait de manière monodisciplinaire. Donc, on se dit, on finance les meilleurs projets en histoire. Mais comment vous avez comparé un projet en histoire postcolonialiste puis un projet en histoire américaine? D'accord? Malgré la meilleure foi du monde. Donc, disons que vous avez un super comité, il n'y a pas de billets disciplinaires, il n'y a pas de chasse gardée. Dans le meilleur des cas, vous n'avez pas réussi à financer un projet en histoire américaine si vous financez à 30 %. Mais là, en plus, pourquoi êtes-vous certain de votre rang? Les différences sont marginales entre un projet qui a 9 sur 10 puis 8 sur 10, et les différences sont marginales entre un projet qui a 8 sur 10 et un projet qui a 7 sur 10. Donc, qu'est-ce qui vous garantit que vous êtes confiant de dire que le projet en histoire postcolonialiste est vraiment meilleur que le projet en histoire américaine? Quand les taux de succès sont élevés, c'est pas grave. Quand les taux de succès sont élevés, vous les attrapez, les bons projets. Avec un comité qui fonctionne bien, vous allez être capable non seulement de financer la diversité des objets de recherche, mais aussi c'est que vous allez, en quelque sorte, aplanir les différences dans l'évaluation des projets. Parce que même en histoire, il y en a qui publient plus des monographies et plus des articles. Donc là, même un comité juste d'historiens, ce n'est pas les historiens le problème, là. J'aurais peut-être dû prendre un comité de philosophes, ça aurait eu l'air moins normatif comme jugement. Mais, OK, parfait, merci. Mais en quelque sorte, même si on est confiant, il reste que des traditions de recherche, des pratiques de recherche qui sont difficiles à comparer, même à l'intérieur d'une discipline. Et donc, que le rang autant en haut, on le sait, c'est quoi des mauvais projets. Les mauvais projets sont faciles à reconnaître. OK? Ils sont mal écrits, ils ne sont pas argumentés, le budget ne fonctionne pas. Ça, c'est facile. C'est après qui est difficile. Comment on détermine qu'est-ce qui est le meilleur projet par rapport au très bon projet? Franchement, s'il y a quelqu'un qui est confiant pour dire ça, il y a, disons, une confiance en soi qui dépasse des bases d'inférence raisonnables. Okay? Parce qu'on n'est pas capable vraiment de distinguer en haut quels sont les projets qui méritent. Des fois, les différences sont minimes. Et des fois, elles ne sont pas minimes, mais elles sont artificielles parce qu'on compare des objets qui ne se comparent pas. Ce n'est pas grave s'il y a un taux de succès élevé. S'il y a un taux de succès élevé, vous allez attraper tous les bons projets. OK?
Mais là, en plus, là, on va passer de monodisciplinaire à interdisciplinaire. Parce que de plus en plus, moi, je suis philosophe de la biologie, je trouve que c'est une bonne chose, l'interdisciplinarité, d'accord? Sauf que ça pose des problèmes pour les comités de pairs qui sont accentués. Donc, l'interdisciplinarité, souvent, on l'encourage pour les mauvaises raisons, je dirais, parce qu'on se dit, on a moins d'argent, on va se faire plus de compétition entre plus de monde pour la même enveloppe. Mais ça, c'est une mauvaise raison d'en faire. Il y a des bonnes raisons intellectuelles de faire de la recherche interdisciplinaire. Parce qu'il y a des objets, en fait, la plupart des gros problèmes demandent des ressources de plusieurs disciplines. Donc, on se retrouve avec des comités interdisciplinaires. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Okay? Si c'est fait pour les bonnes raisons, avec des enveloppes conséquentes. Mais voyez l'effet de ce que je disais tout à l'heure. Ça, c'est les mêmes scores que tout à l'heure. Sauf que là, j'ai changé les disciplines. On a, disons, des projets en eau, qualité de l'eau, disons 4 projets en multiculturalisme, 1 projet en éducation, 3 projets en environnement. Si vous avez un taux de succès de 30 % vous ne financez aucun projet en éducation. Là, l'affirmation qu'un concours interdisciplinaire finance l'excellence en recherche ne tient plus. Parce que là, vous êtes obligé de dire, je dis vous, mais disons une agence subventionnaire, est obligée de dire que le projet en environnement était meilleur que le projet en éducation. On est obligé de faire ces choix-là. Mais voyez comment c'est une affirmation qui est compliquée à justifier. Parce que comment le profil de publication d'un projet en recherche environnementale est radicalement différent d'un profil de publication en recherche en éducation. Les évaluateurs sont différents. Par exemple, les philosophes, on se tape dessus. Des rapports d'évaluateurs en philosophie, là, à la limite, s'il dit que c'est bon, ça veut dire que c'est pas bon. S'il dit que c'est pas bon, ça veut dire que c'est peut-être bon. Mais il y a des traditions disciplinaires de comment on évalue la recherche. Mais là, tu vas te comparer à une autre discipline qui ne fonctionne pas comme ça. Puis là, tu compares des incommensurables. Si le taux de succès est bas, ça a des conséquences très graves sur l'affirmation qu'on finance l'excellence en recherche. Si le taux de succès est élevé, donc là, je le mets à 50 %, encore une fois, qu'on ait beaucoup d'argent ou pas beaucoup d'argent, le problème reste le même. C'est un problème épistémique, de justification de connaissances. On peut être plus confiant qu'on finance l'excellence en recherche si le taux de succès est élevé. Donc, le but, ce n'est pas que tout le monde soit content ou que tous les mandarins aient leur petite sacoche. Ce n'est pas ça. C'est que si on veut financer de la recherche de qualité, on est obligé d'avoir des taux de succès conséquents parce qu'on n'a pas de raison sérieuse de croire qu'on est capable de distinguer les différences minimes, surtout en haut. Donc, en terminant, ce que je dirais, c'est que si on souhaite, puis je pense que c'est ça le but aussi, si on souhaite l'excellence en recherche, puis l'excellence, si je ne la définis pas, OK, on pourra en reparler en discussion, mais ici, je ne l'ai pas définie. Mais disons, est-ce que c'est le bien social, est-ce que c'est l'avancée des connaissances, quelle que soit la finalité recherchée en termes d'excellence en recherche, il n'y a pas d'excellence sans diversité. OK? Puis ce n'est pas un argument politique, c'est un argument épistémique. Ce n'est pas de rendre tout le monde content, c'est pas... Non. Si on veut vraiment de l'excellence en recherche, comme on ne peut pas être confiant sur les différences minimes qu'on fait en haut, on est obligé d'avoir un taux de succès un peu plus élevé pour s'assurer qu'on réussit vraiment à encourager l'excellence en recherche. Et ça veut dire qu'il y a... Et je dirais, comment on encourage la diversité en recherche? Mais il faut un financement large. Quand je dis large ici, je n'ai pas de formule. Mais Et je ne dis pas que 100 % de financement, c'est meilleur que 50 %. Donc, ce n'est pas ici linéaire comme règle. Mais il reste que, franchement, si on prend ce graphique-là, à partir d'ici, moi, je suis confiant qu'on encourage l'excellence en recherche. C'est un tableau imaginaire. Mais quelque part, l'excellence en recherche, ce n'est pas en disant on va donner moins de médailles parce qu'ils sont meilleurs que les autres. La différence de la médaille de bronze, bien, le 4e à la course, est-ce que c'était pas... C'est pas une question, est-ce qu'il méritait une médaille? C'était un athlète remarquable. Si on veut plus de meilleures connaissances pour notre société, il faut s'assurer qu'on se donne les conditions pour vraiment financer, je dirais, toute ou le plus possible la recherche excellente au Québec. Et ça veut dire des taux de succès conséquents. Merci beaucoup.